Écran.fr, le podcast, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler du nouveau Google. Oui, Google a changé, Google ce n'est plus comme avant et on va vous dire pourquoi. On parlera aussi d'Adopi plusieurs fois et notamment avec François Hollande, avec les propositions du candidat socialiste et donc les propositions qui seront peut-être, on ne sait jamais, appliquées à partir du 6 mai prochain. Et puis la minute même, vous connaissez le chronophage, l'internet bullshit, on va commencer par ça, mais on a aussi des invités en plateau, c'est formidable. Ça faisait longtemps qu'on voulait les recevoir. Hein. J'avais envoyé des mails en 2009, mais ça n'avait pas pu se faire. Vous aviez un programme surchargé à l'époque. Bref, c'est la chanson du dimanche. Alec, bonjour Alec. Bonjour. Et Clément, bonjour Clément. Bonjour. Donc vous êtes à gauche et à droite. C'est toujours comme ça. Ah oui, c'est la marque de fabrique donc de la chanson du dimanche. On reviendra avec vous sur l'actualité, notamment c'est la saison 5 qui commence, qui en est à son 3e épisode dominical. Et voilà, donc on va parler de la chanson du dimanche, de là où vous en êtes, là où vous allez aller, là d'où vous venez, enfin voilà, tout ça. Et on va parler d'Adopi aussi, hein. Ouais, d'accord. Et je commence non pas en accueillant l'équipe d'Écran.fr parce qu'il y en a un flemmard qui est en vacances, Mais il a pris des suis vacances. l'équipe d'Écran.fr. Oui, voilà, tu es l'équipe d'Écran.fr. Camille Gévaudan, bonjour Camille. Bonjour. Et comme d'habitude, nous commençons avec l'internet bullshit. On n'a pas été chercher bien loin cette fois-ci puisqu'il s'agit de Frédéric Mitterrand qui était invité de France Inter et de divers autres médias, je crois parmi lesquels Public Sénat et d'autres, sur Dailymotion, en partenariat avec Dailymotion. Ça s'appelait les débats de la présidentielle. On va pas en sortir beaucoup, c'est dans les mois qui arrivent. C'était le 24 février et évidemment il y avait Patrick Bloch aussi en plateau, le député socialiste, et il revient sur Adopi. On l'écoute. Qui est un grand succès. Adopi a fait comprendre déjà, premier point, c'est un point sur lequel on ne reviendra pas, a fait comprendre à la majorité de l'opinion publique que le piratage c'était du vol. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on disait que le piratage c'était la liberté. Mais maintenant on a compris que le piratage c'est du vol. Alors le piratage... Ouais, on a fini par comprendre que le piratage c'est du vol, c'est quand même dingue. C'est un petit peu embêtant parce que nous, ça fait 2 ans qu'on s'escrime à faire comprendre que le piratage c'est de la contrefaçon. Voilà. Le public a compris le contraire. Et c'est aussi ça, c'est que le vol se comprend bien. Le vol, ça, on sait très bien, tout le monde sait ce que c'est le vol. C'est je te vole quelque chose, tu ne l'as plus. Donc en fait, c'est facile de qualifier un vol. C'est intuitif le vol. C'est je te vole, tu l'as plus quoi. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est la base du vol. Et la contrefaçon, c'est autre chose. Oui, jusqu'à preuve du contraire, quand on télécharge un MP3, celui chez qui je l'ai téléchargé l'a toujours. C'est juste qu'il y en a 2, je le multiplie. Voilà. Je suis comme Jésus. Et il y a effectivement toute une problématique autour de cette contrefaçon. C'est pas un sujet comme ça en l'air, le partage et tout ça. Mais c'est pas du vol. C'est un petit problème. D'ailleurs, ce serait peut-être plus simple en fait si quand je téléchargeais un MP3, ça l'enlevait à quelqu'un. C'est vrai. On pourrait mettre un système comme ça. C'est peut-être ça la solution quelque part. Non mais Frédéric Mitterrand a un problème avec les métaphores en fait. Il essaye de tout simplifier pour faire passer ses idées le mieux possible. Sauf que là, on peut pas dire juridiquement c'est 2 choses très différentes. Donc il essaye aussi de nous dire après que le Adopi c'est exactement comme l'écologie. Alors ça me paraît un petit peu what the fuck, mais si parce que l'écologie il y a 30 ans on se disait il y en a pas besoin. C'est quoi ces gens qui veulent mettre des panneaux solaires? Et puis après on a compris que c'était indispensable pour la planète. Et Adopi c'est pareil. Avant on se disait il y en a pas besoin, et maintenant on comprend que c'est indispensable pour les artistes. Oui. Ouais, si c'est super logique. Et le problème c'est de vouloir sursimplifier le débat aussi. On sort du débat. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on dit la copie c'est du vol, on a un petit souci pour aller plus loin dans le débat, il y en a besoin, mais en tout cas, il continue dans ses simplifications à outrance, et il y en a une belle, c'est qu'il dit non mais vous avez vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, les gens ils risquent de la prison, on a saisi 90 millions de dollars, et en France, écoutons. En France, on envoie des mails, 700 000, on en envoie une deuxième série de mails, 800 000, bon, pas d'accord, 800 000, ensuite on envoie une deuxième série dans un nombre beaucoup moins important, et finalement, il y a 20 personnes, actuellement, semble-t-il, 20 ou 30, qui sont devant les tribunaux, et qu'est-ce qu'ils risquent? 1500, attendez, je peux pas terminer, 1500 euros d'amende, et un mois de suppression d'Internet. Alors, on dit qu'on est attentatoire aux libertés. Mais ce sont des pleurnicheries à côté de ce qui se passe ailleurs et de ce qui se passera ailleurs.
Estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux, en fait. C'est ça, parce que c'est le truc, c'est que parce que Kim.com, donc le patron de Mega Upload, a été arrêté, mis en prison pendant plusieurs semaines, et tout s'est bien confisqué, en France, vous devriez être content, vous devriez être content d'avoir la coupure d'internet et 1500 euros d'amende. C'est assez angoissant quand il dit par rapport à ce qui se passera ailleurs. Ce qui se passera ailleurs, c'est quoi? C'est SOPA, les lois qu'on essaye de faire passer aux États-Unis. Ou ACTA, ou ce genre de choses. Estimez-vous heureux parce qu'après, vous allez vous taper SOPA ou ACTA. Enfin, c'est horrible. Oui, voilà, c'est un petit peu. Et puis c'est rapide, estimez-vous heureux parce qu'on vous met pas aux prisons pendant 2 mois et qu'on saisit pas tous vos biens et votre maison. Ouais, il y a un petit souci de rapport. Et de toute façon, en fait, tout le débat était là. En fait, c'est la proportionnalité, enfin, c'est la disproportion entre l'acte de télécharger un MP3 et l'acte d'être surveillé tout le temps sur les réseaux peer-to-peer ou ailleurs, et l'acte de juste partager avec des gens, ce qui peut être répréhensible, on peut en parler, mais si on est comme ça dans la disproportion des comparaisons et des réponses, ça nuit un peu au débat. Bref, c'était donc l'internet bullshit Mitterrand sur... vous pouvez voir, c'est sur Dailymotion, ça s'appelle les débats de la présidentielle, et ce qu'on a appris, c'est à partir de la 17e minute, vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le reste. On passe au premier sujet, Google. Google, vous connaissiez Google avant, et maintenant, c'est autre chose. We've been tidying up a little, making our privacy policies and terms more consistent, easier to read, and easier to understand. You see, while privacy policies, ours included, may not be the most popular read on the internet, we think they're important. So instead of over 60 policies for different Google products and features, we're introducing just one, with fewer words, simpler explanations, and less legal gloop to wade through. Ils sont sympas, Google, ils sont sympas. Ils ont toujours des jolies petites vidéos avec des couleurs. On se fatiguait à lire 60 conditions d'utilisation différentes qui faisaient des milliers de mots à chaque fois. Moi, je sais, à chaque fois que j'ai créé mon compte YouTube, j'ai lu les trucs, j'ai créé tout mon compte Gmail, j'ai lu Google Docs, j'ai lu, et puis maintenant, une seule page, tout est simple, tout est beau, c'est formidable. Ben oui, il y a un côté formidable. Enfin, c'est vrai que... Donc là, ils ont rassemblé pour tous leurs services principaux, sauf ceux qui demandent de payer avec la carte bleue, Google Wallet et compagnie. Là, on peut pas trop faire la même chose qu'ailleurs. Mais pour tous les autres services, Google Chrome, YouTube, Gmail, même Android, maintenant, il n'y a plus qu'une seule page pour les CGU, les conditions d'utilisation, et une seule page pour les règles de confidentialité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de vos données privées? Bon, ça, c'est merveilleux. On ne lira toujours pas la page, mais au moins, il y en a qu'une seule. Donc, c'est très bien. Bravo, Google. C'est simple. La deuxième partie, c'est que du coup, vu qu'on signe une seule fois pour tous les services les mêmes règles de confidentialité, on est considéré comme un seul utilisateur à travers tous les services. On n'a pas un compte YouTube, un compte Gmail, un compte Google Maps. C'est tous les mêmes, c'est-à-dire que les informations que Google va collecter sur vous dans un service sont fusionnées avec les autres et on a une seule grosse base de données sur vous. Alors, à quoi ça leur sert? Déjà, c'est plus pratique, c'est merveilleux. Ça leur sert... C'est plus pratique pour vous, utilisateur, parce qu'il va pouvoir vous conseiller des choses en fonction des sites sur lesquels vous allez aller. C'est tellement formidable. Il va pouvoir nous donner des conseils plus pertinents. Alors, un conseil plus pertinent, ça s'appelle en français une publicité plus ciblée. Voilà. C'est-à-dire encore plus adaptée à vos goûts. Oui. Clément. Oui, je voulais juste dire à Google que c'est bon, j'ai acheté mes chaussures. Donc, s'ils pouvaient juste enlever les chaussures, passer à l'autre achat. Il faut attendre au moins 5 ou 6 ans maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est le principe de la publicité ciblée. Une fois qu'il a vu qu'on s'intéressait à un sujet, après, il nous affiche des publicités sur ce sujet, bon, sur des chaussures par exemple, pendant des mois et des mois, parce qu'il sait qu'on est dans ce créneau et qu'on aura plus de chances de cliquer sur une pub. Et là, avec la fusion des services, en fait, ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, je regarde sur YouTube des vidéos de un peu salade. De chats. De chats, ouais, mais je vois pas quelle pub on pourrait afficher avec des chats. Mais bon, mettons que je regarde des vidéos de pizza, enfin, je sais pas quoi, je cherche pizza dans YouTube. Waouh. Je suis en train de penser aux vidéos de pizza. Ah ouais, il y a des vidéos. Je suis sûre qu'il y en a. Et bien après, si je sors mon téléphone Android dans la rue et que j'utilise Google Maps, le jour où il y aura des pubs sur Google Maps ou sur l'ordinateur, il y en a déjà, j'aurai des suggestions de pizzeria dans mon coin parce qu'il sera allé chercher les infos de YouTube, il les aura fusionnées avec mon Android et mon Google Maps. Mais c'est pour mon bien, oui, tout à fait. Oui, voilà. Bon, par contre, la CNIL, elle est pas trop contente, bien sûr. Elle a dit que ça risquait d'être un petit peu contrevenant aux directives européennes sur la vie privée, tout ce brassage de données, ce fusion, ces croisements et ces recoupements. Alors Google leur a répondu dans une lettre que non, il faut pas avoir peur, parce que d'abord ils ont averti les gens. C'est vrai que pendant un mois, on avait des petits avertissements partout sur google.com, dans Gmail, attention, nouvelles règles. Si vous continuez à utiliser Google à partir du 1er mars, vous les avez acceptées, ces nouvelles règles.
Et en plus, ils collectent aucune nouvelle donnée, ils en vendent pas non plus, puis on garde un contrôle total sur ces données. Alors, si vous voulez voir un petit peu quel contrôle vous avez sur vos données, vous en avez, mais vous le savez pas forcément. Vous allez d'abord sur google.com/history à l'anglaise, RY à la fin, et là vous découvrez qu'ils ont conservé tout votre historique web depuis le début que vous avez un compte Google, si vous ne l'avez jamais désactivé. Tout votre historique de recherche, votre historique de navigation. Vous cliquez sur Google.com/history, tu peux faire vider l'historique. Vous cliquez sur le bouton tout supprimer immédiatement et là il va aussi mettre en pause, il va arrêter d'enregistrer pour le futur. Donc ça c'est fait. C'était pour les recherches. Et maintenant pour tout le reste des services Google que vous utilisez, et il y en a beaucoup plus que vous le croyez, vous allez sur google.com/dashboard comme tableau de bord et là vous avez le récapitulatif de toutes les infos qu'ils ont stockées sur vous dans tous les différents services et notamment sur YouTube. Vous pouvez aussi virer l'historique de vos recherches YouTube et l'historique des vidéos que vous avez regardées sur YouTube. Ça pourrait être compromettant. Éventuellement. Sur les pizzas, ça doit être gênant en fait. Voilà, puis ça évite d'avoir des pubs qui viennent des vidéos que vous avez regardées sur YouTube. Bon après, si ça vous gêne pas. Ouais, mais c'est toute la question et c'est ça qui est intéressant. Il y a tout un débat de gens qui disent oui, mais Google sait que j'aime la bière. Où est le problème ? Et alors Mais en fait, le problème c'est que maintenant, déjà, ils collectaient pas mal de données. On sait qu'ils scannaient les mails, pas forcément pour rechercher ce qu'il y avait dedans, mais pour afficher des pubs contextuelles en fonction des contenus des mails. Et aujourd'hui, en fait, c'est tous ces croisements de bases de données qui créent un problème. Pourquoi ? Parce que l'identité numérique de quelqu'un fait partie de l'identité. Aujourd'hui, c'est même peut-être une forme d'identité presque équivalente à l'identité réelle pour beaucoup de gens. Et cette identité numérique doit être contrôlée et contrôlable par les utilisateurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, avec Google et son petit ami ou son petit ennemi Facebook, on se retrouve avec des gens qui créer une identité numérique dont nous n'avons aucun contrôle en fait. C'est ça le souci. Et les gens se rendent pas compte qu'on finit par perdre la main sur cette partie-là de notre identité parce qu'elle est construite, elle est analysée et elle est utilisée et elle est vendue par d'autres. Et c'est vrai que là pour le coup, on a beau dire oui, mais si Google sait que j'aime la bière, où est le souci ? Il y a aussi un problème de garder pour soi le contrôle de sa propre identité. Mais il y a quand même quelques pas dans le bon sens au niveau du contrôle de la vie privée, des publicités ciblées. Il faut savoir que par exemple Google vient d'accepter enfin de permettre aux utilisateurs qui veulent pas être traqués par les publicités ciblées de ne plus l'être. Et ça va être possible dans Google Chrome. On aura aussi la petite case comme dans tous les autres navigateurs, ne pas me pister, ne pas suivre mes traces sur Internet. Et ça, on invite beaucoup de gens, en tout cas ceux qui veulent, à cocher, à aller dans les configurations de votre navigateur. Et il y a sur les navigateurs de dernière génération et tous, que ce soit Safari, Internet Explorer, Firefox et Chrome et bientôt Chrome maintenant, il y a une case Do Not Track si c'est en anglais ou ne pas me suivre pendant que je surfe, je sais plus l'équivalent en français. Et c'est ça. Il y a aussi un truc sur le rapport de force entre la CNIL et Google qui s'est passé ces derniers jours qui est assez fascinant, c'est que quand même l'avant-veille, je crois, du 1er mars, donc le passage de ces nouvelles conditions d'utilisation, tu as la CNIL qui était chargée par toutes les CNIL européennes du dossier. Donc c'était quand même représentante de toutes les CNIL européennes qui a dit non, Google, on n'est pas d'accord, on vous conseille. Enfin, ce serait quand même pas mal que vous reculiez. Ne le faites pas maintenant, ne le faites pas maintenant. Google a dit non. Ils ont répondu que ça faisait déjà un mois qu'ils avaient prévenu tout le monde et que s'ils faisaient pause maintenant, ça allait engendrer de la confusion dans le cerveau des gens et que donc non, c'était trop tard. Il y a aussi le rapport de force entre un groupement de hautes autorités européennes face à Google. On voit qu'il y a le dernier mot, c'est assez flippant. On va passer à nos invités, la chanson du dimanche. On va écouter saison 5, épisode 3, un petit morceau du Peuple de l'argent. Salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche. Ouais. Ce matin je l'ai vu partir, mon amour, suivre l'exode des martyrs pour toujours, embarqué sur un bateau blanc, plein de vedettes et de talents, de footballeurs en mini-short, un boat people en quelque sorte. Je t'en prie, reviens-moi au peuple de l'argent. J'ai tant besoin de toi, de tes bons sentiments. Comment vivre sans toi au peuple de l'argent? Que ferais-je entouré de tous ces pauvres gens et de mon temps libre? Alors, on
a regardé saison 4, la saison 4, donc là c'est la saison 5, donc j'ai regardé la saison précédente, même s'il y a eu des choses entre-temps. Ouais. La saison 4, ça finit en avril 2009. Ouh. Et donc 3 ans, hein. 3 ans, pourquoi revenir après 3 ans? Pourquoi une saison 5, une vraie grande saison? Il y a une mini-saison entre-temps, il y a eu des intersaisons, des choses comme ça, mais voilà, qu'est-ce qui vous a amené en 2012, fin février 2012, à relancer cette saison 5 de la chanson du dimanche? Alec? C'est une question. Non, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de chansons qui n'étaient pas vraiment structurées parce qu'on savait qu'on n'aurait pas le temps de tenir le rythme infernal de composer pendant 3 mois des chansons. Donc on a fait des petites intersaisons comme ça et des petits pôles de 3-4 chansons consécutives. Et voilà, là, bon. En fait, j'étais assez étonné parce que c'est pas nous qui avons choisi le nom saison 5. Mais c'est une bonne idée puisque tout le monde en parle maintenant grâce à ce nom, saison 5. Nous, on n'a pas l'impression d'avoir été absent pendant 3 ans. Alors peut-être que les gens nous disent... si, les gens nous disent, mais où étiez-vous? Dernièrement, j'étais dans un gymnase porte d'Asnières avec mon fils à la capoeira et une dame arrive, c'était dimanche, hein, elle me dit, alors, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, écoute... on fait des chansons toujours, là. Ça fait saison 5, c'est la 3e saison. Ah bon, je ne savais pas. Voilà, donc effectivement, je pense que les gens ne savent pas exactement tout ce qu'on peut faire. On a une vie en dehors de l'internet, on fait des choses. Alec, à toi. Oui, non, c'est aussi un anniversaire en même temps parce que ça fait exactement 5 ans qu'on a commencé en février 2007. Toute une fiche marketing, effectivement, c'est un quinquennat de chansons, mais oui, la saison 5 pour les 5 ans. Faut réviser avant de venir. Hein. Sois simple. Hein. Oui, un peu comme Frédéric Mitterrand, tu simplifies les choses. Oui. C'est un quinquennat de chansons, donc on finit notre quinquennat cette année. Il fallait finir ce quinquennat avec une saison. On pouvait pas faire 2-3 chansons seulement. C'est vrai. Voilà. Mais en même temps, ce qui est caractéristique, c'est que ce qui s'est passé, vous avez eu plein d'activités ces 3 dernières années, depuis la saison 4, mais là on a l'impression avec cette 5e saison que vous redonnez la primeur au net, la primeur à Dailymotion. Non, on entend les sirènes, c'est pas pour vous. C'était un traquenard, là, franchement, là, ils nous ont piégés. La primeur, oui, parce que justement c'est une saison, donc ça veut dire qu'on revient juste sur Internet. Il n'y a pas d'autres. Parce qu'on a tenté effectivement des choses un petit peu différentes, la radio, la télé. Voilà, on a fait une série à la télé. Et là, qui revient, série sur Comédie, la chanson du dimanche. Voilà, qui est à peu près la seule chose qu'on assume en dehors de l'internet. Voilà, c'est la série télé. C'est vrai qu'après on a fait quelques petites apparitions dans des émissions. Si, il y a l'émission qui était pas mal là sur France 3, Samuel Etienne, c'était sympa. Mais c'était tellement sympa que ça a disparu. Et puis il y avait l'émission de Bruce Toussaint qui elle aussi a disparu là, mais pour d'autres raisons, parce que c'était quand même vraiment qu'est-ce qu'il raconte? Pas satisfaisant. Pour nous. Non, pour nous, bien sûr. Donc là, c'est un retour sur Internet parce que vous êtes quand même des grands spécialistes d'Internet. Vous étiez sur Internet avant Facebook, vous étiez sur Internet avant YouTube, je m'en souviens à peine. Vous étiez sur Internet sur MySpace. Eh oui. C'est quoi MySpace déjà? MySpace. Alors pour nos auditeurs et téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était MySpace? Pour les jeunes, il y a des gens qui connaissent pas. Hein. J'ai bien aimé la formule tout à l'heure, qu'a faite, puisque bon, on se voit avant quand même, on prépare l'émission. J'ai bien aimé cette formule. Ouais, c'est un temps que les moins de 12 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. J'aurais dit 10 ans même. Ouais. Je me serais lâché. MySpace, c'était la première nouvelle scène, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Voilà, nouvelle scène Internet. Pratiquée par les jeunes musiciens qui n'arrivaient pas à percer. Essentiellement les musiciens d'ailleurs. Essentiellement les musiciens. Étrangement, c'était le même fonctionnement finalement que Facebook, sauf qu'il y avait quasiment que des musiciens, voilà. Et est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait des Thanks for the Ad? Vous vous souvenez du truc sur MySpace? Il y avait Thanks for the Ad. Ouais, les artistes allaient les uns sur la page des autres pour s'ajouter comme amis, et après l'autre disait merci pour l'ajout, donc Thanks for the Ad, avec des petits gifs animés avec du glitter et tout. C'est ça, voilà. C'est vrai qu'il y avait ce merci pour l'ajout. C'était très rétro. Remember. On a échangé entre groupes, de temps en temps, qu'on rencontrait en vrai, et puis ensuite qu'on se disait tiens, va sur mon MySpace, et puis on s'invite chacun. On l'a fait un petit peu, ouais. Mais d'ailleurs, pour rappeler comme ça un peu d'historique, donc vous avez commencé, vous aviez un groupe avant qui s'appelait Beaubourg, et vous avez décidé un beau jour de vous lancer dans cette expérience chanson du dimanche. Pourquoi? Parce que vous n'arriviez pas à... Il y avait une difficulté à percer, à faire autre chose,
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Je suis désolé, Ouais. on peut pas non, résumer en 30 secondes. Frédéric Mitterrand. Non mais c'est vrai qu'on avait commencé sur Internet en 98 nous. Wow. Alors c'est un Ouais. temps que les moins de 20 ans, là. ne peuvent pas connaître. Ouais, on avait une émission, c'était la première télé sur Internet, ça s'appelait Canal Web à l'époque, lancé par Monsieur Rosselin là, qui tweet maintenant depuis la Tribune. Et voilà, donc on avait une émission et dans laquelle moi je faisais le chansonnier Pipolo, c'était tous les 15 jours et donc on a constitué un petit stock de chansons qu'on a eu plaisir à chanter sur scène dans les bars sous le pseudo Beaubourg. D'accord. Et au bout de 5-6 ans de tournée, bon, même si on est allé en Hongrie, voir les Hongrois, enfin bref, et en Ukraine, c'est vrai qu'on avait fait un petit C'est peu plus le tour. compliqué que ça. Et hein, on quand même. voulait revenir à une composition sous contrainte, comme on l'avait fait à l'époque. Et on s'est dit, plutôt que tous les 15 jours, Alec va participer, on va faire ça toutes les semaines. Et on a trouvé ce nom, la chanson du dimanche, et on a lancé ça. Ouais, Voilà. c'est ça. Et donc il y a eu une première saison qui a marché bien, mais Bah, si, qui a marché très bien. C'est-à-dire Ouais. que les amoureux de la première saison disent c'était quand même super la première saison. non, mais de toute façon c'était Après, mieux il y a- avant. hein. Ouais, c'était mieux avant. Ouais, il y a, c'est un truc il y a- français, il y a les c'est fans de vrai, la c'est mieux saison 2. La saison 2, c'est vraiment la meilleure. Après, il y a les fans de la saison 3 qui ne connaissaient pas avant. Ils disent, mais la saison 3, c'est vraiment super. Bon, la saison 3, les fans de la saison 2 l'aiment moins quand même. Hein. Et il y a les fans de la saison 4. Bon, voilà. Donc c'était mieux avant, mais ça je comprends. Hein, on se lasse de tout. Même nous, on s'est un petit peu lassé. C'est pour ça qu'on a choisi de Faire une parenthèse, de faire autre chose. Et on revient maintenant. Saison 5, quinquennale. Quinquennal. Camille. Pardon. Non, je voudrais rajouter un truc allez. juste sur la première année, sur la première saison. Ce qui s'est passé quand même d'extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte, grâce aux internautes, qu'on était un groupe en fait. On ne savait pas. C'est eux qui nous ont créés en quelque sorte, puisque nous on avait posé les chansons surtout pour les chansons, pas pour dire la chanson du dimanche est un groupe, et voilà, on va faire des tournées. Et on s'est rendu compte que Adopi n'avait pas lieu d'être non plus. Voilà. Ah oui, par la même à la occasion. même occasion. C'est-à-dire que Internet ne nuit pas forcément à la Voilà, création. Internet peut. Ah, mais c'est dingue ça, c'est dingue. Les internautes incroyable. peuvent créer un groupe. Et quelque part, Voilà. vous êtes des anarcho-libertaires. Ah, on hein. est Ouais, clairement. non. Totalement, de plus en plus d'ailleurs. On a mis un pavé dans la mare là, attention. Là, Attention, waouh. Ah là, Johnny, là, il sait plus quoi faire. Hein. Ah là, Didier, il est au meeting, il y a Bah, lui, non. mais il Non sait mais plus. c'est vrai, vous Donc avez... les internautes sont actifs. Ouais. Voilà. Et vous avez quel pas rapport, seulement des vous, avec, spectateurs. avec vos internautes qui partagent Est-ce que vous les Alors, engueulez on comme a toujours Alexandre eu des très bons Astier, rapports. C'est vrai que le passage à la télé a tout de suite mis une petite inquiétude. Oh là là, il passe. C'est les vendus. C'est des vendus. Bon, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Hein. Bon, il faut rassurer tout le monde. On n'est pas encore à payer 75% d'impôts sur la tranche Supérieur au million. Ah ouais. Donc n'ayez pas de soucis. Voilà, j'ai encore toute l'angoisse de payer mon loyer à chaque fin de mois. Donc je fais encore partie des vôtres, chers internautes. Non, mais enfin c'est vrai qu'il y a une image de la télé oui, que je comprends complètement hein, et Donc qui est pas fausse d'ailleurs. qui est pas fausse, hein, qui est pas fausse. Mais d'ailleurs, Mais on a qu'est-ce que- voulu l'expérimenter. C'est vrai que vous avez explosé, même en ayant fait d'autres choses avant, mais vous avez un peu explosé sur Internet, Ouais, sur totalement Dailymotion, YouTube et ce genre de choses. Vous êtes arrivé ensuite à la télé, vous revenez sur Internet. Qu'est-ce que ça vous a appris, ces basculements, ces changements finalement d'univers, de médias, de... Mais on parle de liberté depuis tout à l'heure. Voilà, c'est vrai qu'Internet est le Libération, seul, d'ailleurs. est le seul espace de liberté. Dès qu'on rentre dans un formalisme, voilà, dans télévisuel, on est obligé de respecter certaines d'autres contraintes qui ne peuvent pas convenir, si vous voulez, à de la création saine. Enfin voilà, avec. Bon, Bah, là, c'est-à-dire je me suis qu'en lancé fait, dans une phrase. t'as pas de fin, mais Alec va enchaîner, tu vas voir, Voilà, ça va être non, mais magique. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plus d'argent, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde qui travaille autour d'un programme télé. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein d'avis, il y a plein de gens qui ont peur de perdre leur poste, il y a plein de gens qui s'auto-censurent, voilà, par crainte de celui qui est au-dessus. Et donc, forcément, il y a beaucoup moins de liberté, beaucoup moins d'élan, beaucoup moins de passion. C'est très lissé. De plus en plus, je pense. En tout cas, ce qu'on a vécu, nous, c'est une différence énorme par rapport à ce qu'on peut faire sur Internet, où on est 3, où on est 4. Et on n'est pas payé, certes, mais vraiment la création est brute et libre de toute censure, en fait. De tout avis. Et puis il y a ce public là qui est chauffé par un chauffeur de salle qui applaudit. Et je sais pas. Bah, ils tout entendent pas, et est trop fabriqué. C'est Mais- comme si on demandait allez public là, allez public. Ouais, bravo, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a une pression. C'est à ce moment-là, il faut qu'il se passe ça. Voilà, Ouais. le programme passe à telle heure, après telle pub. Tout est très tendu, en fait. Tout est très tendu. Il n'y a pas de décontraction à la télévision. Il y a trop d'argent.
Et donc l'argent gâche tout en fait. Et donc ça fait du bien de revenir pour une longue saison. Là, voilà, vous allez enregistrer, si j'ai bien compris, tous les samedis une chanson pour la passer le dimanche. C'est vrai que vous partez en digression souvent au milieu d'une chanson, vous blablatez entre vous. Enfin, il y a une liberté comme ça d'univers qui est complète. Ça vous fait du bien, je suppose. Ça nous fait du bien. C'est un retour aux sources. On se sent à notre place, on va dire. Voilà, c'est vrai que. On a le sentiment d'avoir un style maintenant au bout de 5 ans et de devoir le respecter. Voilà, donc c'est finalement le seul cadre où on peut le faire, l'Internet, puisqu'on est vraiment seul. Voilà, il n'y a personne qui vient nous dire ce qu'il faut faire et oui, ça fait du bien. Je pense que c'est vraiment ça la création en fait. Voilà, personne ne vient donner son avis parce que si tout le monde commence à donner son avis, ça crée une moyenne, si vous voulez, une moyenne qui est sympathique. Sauf que finalement sur Internet, tout le monde donne son avis. C'est-à-dire que vous avez des dizaines et des dizaines de commentaires à chaque vidéo postée. Donc il y a un rapport comme ça. Après la création. On leur propose quelque chose, ils répondent. C'est pas avant. Ou attendez, avant de le faire, on va quand même réfléchir à ce qu'on dit bien les bonnes choses, etc. Donc ça vient après le jet créatif qui est très important, quoi. Même si c'est vrai que ça peut quand même avoir une certaine influence sur la création. Évidemment, après. Même à force de commenter, de dire c'est pourri, tu te dis effectivement c'est aussi l'intérêt d'Internet, c'est que le public réagit, il est très actif, alors qu'à la télévision, c'est des sondages, si on nous dit que l'audience est pas bonne, etc., à telle minute. Au moins sur Internet, on a des commentaires assez précis de cette personne-là qui a un nom et qui dit voilà, moi à ce moment-là j'aime bien. C'est un peu plus sain en fait. Et alors avec toute cette liberté que vous avez a priori là, de quoi vous allez pouvoir parler dans cette saison 5? Eh bien, c'est une campagne. C'est une spéciale présidentielle, c'est ça? Après, on va pas crier à la censure non plus à la télé, même si on a été un petit peu censuré. Il y a eu quelques petites coupes. Franchement, mais non, mais il y a pas un appareil qui vient censurer. C'est une autocensure de tout le monde. En fait. Tout le monde a peur de déborder. Là, on va chanter la chanson tous les lundis sur Europe 1. Voilà, c'est un groupe. Vous serez diffusé normalement, si tout se passe bien techniquement et tout ça, vous serez diffusé aussi sur No Life. Et on est diffusé sur No Life. Il y a pas vraiment de. Bon, il y a une censure du mass média en direct. Enfin, je sais pas, il y a un côté. Mais quoi? Alors devant le micro, attention. Mais quoi? Non, mais il y a un côté argent dont on parlait. Par exemple, là, voilà, on est diffusé sur No Life. On a choisi maintenant de faire des choses sans être payé, puisque ça introduit un rapport, encore une fois, qui est du contrôle, de l'ordre de la mesure. Voilà, il faut calculer. Et comme on a dit qu'on était payé, il faut bien obéir à cette règle. Quand on n'est pas payé, on n'obéit pas aux règles. Donc finalement, si les gens veulent pas nous diffuser, tant pis. Si on veut partir, on peut partir. Voilà, on est sur le partage intégral maintenant. Voilà. On lance cette idée-là. Ouais. La gratuité est très importante. Mais quelque part, c'est intéressant aussi parce que vous avez eu énormément de succès. Je sais plus où vous en êtes, à 70 millions de vues sur l'ensemble de vos vidéos. Enfin, c'est des chiffres complètement fantastiques. Et vous avez créé quand même quelque part un modèle économique inexistant, mais vous avez réussi à créer une série qui est payée. Enfin voilà, vous avez sorti des CD, vous faites des concerts. On a tout tenté, ouais. Vous partez en tournée, donc finalement vous êtes aussi la chanson du dimanche et vous arrivez à gagner de l'argent avec ce nom, la chanson du dimanche. On a réussi à gagner notre vie à peu près depuis qu'on a commencé à faire les tournées en fait. Où effectivement on était payé à chaque concert puisque les gens payaient leur place pour rentrer dans la salle. Mais il y avait un rapport, on va dire, assez normal entre l'artiste qui vient faire ce qu'il sait faire devant un public et le public qui paye pour le voir. D'ailleurs, une date début mai, le 2, le 3, au Bataclan à Paris. Oui. Grosse, c'est le entre les deux tours, le 3 mai. Le 3 mai au Bataclan à Paris, la chanson du dimanche. Waouh. Mais ce qui fait dire de manière générale, c'est que dès qu'on est actif, dès qu'on crée, dès qu'on donne des choses, les gens nous le redonnent au millier. Enfin, je sais pas, c'est dans quel grand livre bien connu cette phrase. Un livre très épais. Ouais. Mais globalement, il faut pas espérer faire une chanson dans sa vie, qu'elle tourne sur les radios, qu'elle soit vendue internationalement, et puis voilà, hop, direction les îles, quoi. Je veux dire, ça, c'est... Tu parles pour qui ça... Non, mais c'est vrai que c'est juste aberrant, quoi. Ces débats, oh là là, il faut protéger la création des... Oui, il faut protéger la création, il faut que les gens aient du temps, donc il faut que ce soit payé, effectivement, mais il faut que quelque chose soit payé. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait un tube, bon, je sais pas si...
pas balancer des noms, hein, mais Bon, il y a eu une époque où tout le monde faisait ça. Il y a eu une connaît. époque dorée, effectivement, mais qui était une absurdité, effectivement. Et après, il faut arrêter de croire fait, on que revient en au vrai mettant métier Adopi, on va d'artiste où, pouvoir encore devenir rentier à vie parce qu'on a fait pendant 15 jours, on a créé quelque chose que les gens aiment, ça c'est sûr, hein, les gens aiment. Mais bon, à un moment, il faut aussi Il faut se dire, continuer. il faut continuer aussi ouais. à donner, hein, si on veut recevoir. Point barre. Voilà, monsieur Mitterrand. Vous aurez le donc Non. merci merci vous pouvez revenir, on va continuer de parler un peu d'Adopi tout à l'heure hein, si vous voulez peut-être participer à ce moment-là ou avant vous merci hein, d'être passé nous voir en tout cas. Donc la chanson du merci de nous dimanche accueillir. épisode 4 à venir dimanche prochain. Épisode 4. Et toute la suite très politique forcément cette 5e saison. Oui, bah là, oui, là, on va Ah. pas. Un tout petit peu, ouais. C'est un tout petit peu forcé par l'actu. Ouais, voilà. On est un peu submergé par la politique en ce moment. Enfin, en tout cas, les hommes politiques. Je sais pas Oui. si- voilà. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. Tu veux chanter avec On n'a pas chanté de voix, on n'a pas changé de voix. On n'a pas changé. La vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi Ah, le c'est pouvoir vrai qu'il y avait ça. d'achat. Donnez-moi Il y avait ce petit truc. le supermarché, On a perdu depuis. le super pouvoir de pouvoir marcher. Donc le tout en achetant du lait C'est UHT. excellent. Donnez-moi. J'étais malade. J'avais une gastro. J'étais malade à mourir à ce moment. Donc c'était saison 2, Ouais. le super pouvoir d'achat que vous avez repris en clip. Donc ça c'était la version originale que vous avez repris en clip dans la série Oui. et qui est aussi dans l'album avec des arbres pour planter des arbres, c'est ça Avec ou des c'est graines de tournesol. Il y avait une graine de tournesol. Ouais, voilà. Qu'on a planté sur l'île de la Réunion et depuis il y a plein de problèmes. Et une sur l'île de invasion. la Réunion. Donc voilà, donc c'était la chanson du dimanche. Je vais y arriver, ne pas paniquer surtout. La minute même, voilà, donc la minute même, donc une iconographie, je me répète, c'est beau, que vous connaissez tous et qui a été mise en vidéo récemment, les Rage Comics. Oui, bah oui. Alec. Je trouve ça très intéressant. Would you say hi to your mom and dad for me? Yeah, sure. Bye. Alors les Rage Comics, Je crois qu'il faut les regarder sur Ouais, internet. il faut hein, la c'est pas très, regarder très parce qu'on n'a pas la vidéo hein, en studio, donc vous êtes un petit peu décontenancé. C'est très là, conceptuel, comme ça. ouais. Moi j'ai préféré la chanson du dimanche. Hein, perso. C'est vrai. Donc les Rage Comics, en fait, ce sont ces dessins. Donc si vous connaissez, donc nous avons un petit test. Non, la Si, Trollface, la Trollface. Et donc, si tu les as montrés tout à l'heure. Voilà, oui, non, mais je triche. Celui-là, je l'aime beaucoup, le Fuck Yeah Guy. le Fuck Yeah Guy. Nous avons le Forever Alone, hein, oui, qui est triste, qui est toujours tout seul. Et enfin, l'origine de ce mouvement des Rage Comics, qui n'est pas si vieux que ça. Donc c'est le Rage Guy, hein, le Rage Guy qui fait un feu pour le reste. Et en fait, Faire dire fût. fût, oui, en français c'est du fût, qui est, moi j'étais persuadé en relisant, en me renseignant sur le truc que c'était plus vieux que ça, mais ça ne date que de août 2008. C'est quand même très très récent. Et donc c'est un phénomène qui est venu évidemment de 4chan, donc les sous-sols, What les else? sous-sols hantés de l'internet, hein, et qui donc remonte à août 2008 avec donc le Rage Guy, le fût, hein, comme on dit. Et C'était une petite BD. c'était une petite BD, c'est en 4 cases. Hein, c'est en 4 cases. Ouais, et il y c'est a en une 4 cases. situation qui est expliquée en 3 cases et à la fin ça se. Une histoire de toilette et de reflux de chasse d'eau. Oui, Et c'était à la la première. Mais là c'est Ouais. toujours en 4 cases ou non? Là c'est en Après- une case maintenant. Hein, c'est ça Non, Bah, c'est en 4 cases, en 3 cases, en une seule case, avec un dessin, Voilà. avec une photo derrière, avec tout ce Le, qu'on veut en le fait. principe, c'est qu'après la première BD où il racontait cette histoire qui se terminait par fuck, je suppose qu'ils l'ont fait sur Paint et que le CK était en dehors de la zone de texte. Ouais. Et
Et après, donc le principe, c'est qu'on enlève les cases d'avant et on invente une histoire, n'importe laquelle, qui se finit de la même façon, en gardant la chute. Que l'histoire précédente. Et donc en fait, oui, il y a ce côté MS Paint. Pour ceux qui connaissent, on est vraiment le MS Paint. C'est l'outil Ultime pour dessiner. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner sous MS Paint. C'est quand même un peu une tannée. Moi, j'ai Mac Paint. Mais... à l'époque, ouais, mais c'est à peu près la même chose. Quoique non, c'était plus évolué, je crois. Mais bon, bref, c'est la même chose. Okay. En fait, le truc, c'est que en janvier 2009, donc très très vite après, c'est sur Reddit, le duo 4chan Reddit, qui est le truc classique de diffusion et de création de mèmes. Ils ont créé un subreddit. Alors oui, il faut savoir que Reddit crée des subreddits, c'est des Reddit, des sections spécialisées. Il y en a, mais il y en a sur tous les sujets. C'est-à-dire, Reddit, c'est un système de vote. On vote pour les news, pour les dessins qui nous plaisent le plus, et ceux qui ont le plus de votes remontent. C'est un truc de hiérarchisation automatique par les internautes. Et sur tous les sujets du monde. Donc en fait, Reddit a fait un subreddit qui était assez rigolo, qui s'appelait F7U12 pour le nombre de F et le nombre de U que compte le FU. Oui, F7U12, et qui était dédié au Rage Comics. Et quelques mois plus tard, il y a deux systèmes qui ont quand même aidé énormément aussi à la diffusion, qui sont le Rage Builder et le Rage Maker, qui en fait sont des systèmes, vous pouvez aller sur internet, Rage Builder, Rage Maker, qui sont des systèmes où on choisit son personnage, on choisit son texte, et puis on peut créer très facilement soi-même son Rage Comics. Je savais même pas que ça existait. Et oui, ben, comme quoi, tu vois, c'est bien la minute. Je vais m'y mettre. Oh non, merde. On va y arriver. Donc voilà, ce qui est intéressant quand même, c'est que on se retrouve comme ça avec une iconographie de sentiments, de réactions, de choses très rapides qui se comprennent visuellement, et ça crée comme ça toute une créativité. Enfin, ça crée une créativité. Je vais y arriver. Non, mais c'est extrêmement pratique parce qu'on peut dégainer comment ça s'appelle, une rage face à chaque émotion qu'on ressent. On n'a même plus besoin de smiley, on n'a même plus besoin de dire ce qu'on pense maintenant. Il suffit de mettre la tête. Il y en a pour toute la gamme des sentiments. D'ailleurs, ils ont été classés. Il y a une hiérarchie des rage comics selon si on exprime la joie ou la colère et l'intensité de l'apathie totale à la rage la plus violente. Il y a un super tableau avec 2 axes et on peut choisir là-dedans pour ce c'est formidable Internet. Il y a des points de force. Je sais pas. Des fois, quand j'écris des mails, je me demande comment faire passer une émotion juste avec des mots. J'aimerais bien mettre des rage guys. Voilà, tu pourras maintenant. Donc c'était les Rage Comics. On donnera toutes les adresses sur écran.fr pour pas que vous vous perdiez sur Internet, c'est dangereux. Et maintenant le chronophage. Donc le chronophage, c'est un petit jeu que on peut jouer sur Internet, et cette semaine, ça s'appelle Pixel 2. On écoute. Il y a des images aussi. Voilà, faut y jouer avec le casque ou avec des bonnes enceintes parce que c'est vraiment super agréable à écouter et c'est super agréable à voir. D'ailleurs, heureusement. Il y a un côté Jean-Michel Jarre. Ouais, complètement. Et heureusement qu'il y a des belles images et qu'il y a du beau son parce que sinon ça n'a pas grand intérêt ludique. C'est vraiment pas difficile du tout. C'est même assez lent dans le rythme. Et c'est très con. Il faut juste, on a un vaisseau, il faut tirer des pixels sur les ennemis et les ennemis tirent des pixels sur nous. Et quand les ennemis meurent, ils meurent en feu d'artifice de pixels. Il faut récupérer leurs pixels pour tirer de nouveaux pixels. Voilà. C'est juste ça, sauf que c'est super beau, c'est sur fond noir et tous les pixels font des traînées lumineuses multicolores et ils balancent des petits feux d'artifice. Enfin, c'est un spectacle. En fait. C'est un shooter conceptuel assez graphique. Pour la nuit, c'est complètement. Voire même qui pourrait être utilisé vers les vidéos de jockey, les DJing. C'est hypnotisant. Vraiment une belle création. Il y en a quelques-unes. On se souvient de Love l'année dernière, qui était un peu sur le même système de création graphique autour de formes très très simples et de couleurs. C'est vraiment. Il y avait Radiance aussi. Radiance qui était pas mal. On va enchaîner tout de suite avec. On vous parle d'Adopi quand même depuis déjà dans cette émission. On en a parlé, c'était un sujet récurrent. Et on vous parle aussi de la présidentielle qui va arriver, dont le résultat ce sera le 6 mai, la fin du 2e tour. Bon anniversaire. Et bon anniversaire, la chanson du dimanche aussi. C'est le mien, c'est le mien. Ah oui, c'est le tien aussi. Le 6 mai. Le 6 mai. On n'oubliera pas. On t'enverra un petit truc. Et surtout, voilà, il y a des propositions sur le post-Adopi. Il y en a un peu de partout parce que c'est quand même une
une problématique majeure, la création artistique à l'ère numérique. Enfin voilà, il y a tous les grands mots, l'évolution du droit d'auteur. Et il y a un candidat qu'on suit quand même de près parce qu'il est aujourd'hui favori, qui est François Hollande au Parti socialiste. Et donc ça n'a pas été simple côté Parti socialiste. Ouais, ça n'a pas été simple. Et il faut qu'on fasse un historique. Bah, on peut faire un historique peut-être en remontant simplement en juin 2011. Alors, c'était oui, après non, après oui, après non. D'accord. C'est ça. C'est surtout sur la licence globale, sur des choses comme ça, ouais, parce qu'il y avait plein d'idées qui venaient, notamment en juin 2011, il y a eu le programme numérique du Parti socialiste. Voilà, c'est qu'avant la primaire, il y a eu un laboratoire des idées au PS qui était chargé d'élaborer notamment le programme numérique du PS. Et ce laboratoire des idées était chapeauté par Christian Paul, un député PS qu'on a de la Nièvre, oui, qu'on a beaucoup vu dans les débats à Adopi et dont on savait qu'il avait une position très tranchée et qui a donc inscrit dans le programme numérique du PS la contribution créative, l'idée qu'on puisse autoriser les échanges non marchands entre internautes tant qu'on ne se fait pas d'argent en échange d'une petite contribution. Ça, c'était marqué noir sur blanc. Qui serait redistribué ensuite aux artistes. Ouais. Voilà, c'est le modèle de la contribution créative. C'est un dérivé de la licence globale. Et ça, c'était marqué dans le programme numérique du PS. Martine Aubry l'a soutenue après, donc pendant les primaires, sauf que elle n'a pas été élue et que une fois que on s'est retrouvé avec François Hollande, le PS a tiré un trait sur ce programme numérique. Voilà, c'était le souci, c'est que les gens qui sont derrière le programme numérique du PS soutenaient Martine Aubry. Donc politiquement, il y avait un souci, c'est que François Hollande a été élu. A été choisi comme candidat du Parti socialiste à la présidentielle et s'est retrouvé avec une équipe qui n'avait pas travaillé sur le numérique avant. Donc en fait, il y a deux personnes, enfin une personne d'abord qui est Fleur Pellerin, qui est chargée du programme numérique, et Aurélie Filippetti, députée elle aussi, qui s'occupe de la culture. Et tout ce beau monde a dû repartir de zéro. C'est-à-dire qu'on savait, François Hollande avait dit il abrogerait Adopi, ou il l'avait pas dit. Enfin, il avait dit qu'il modifierait, puis qu'il abrogerait, puis qu'il remodifierait, puis en fait ce serait fini. Puis après, il y a des cinéastes qui ont dit qu'il leur avait dit qu'il l'abrogerait pas. Alors après, il a dû faire un rectificatif sur son site pour dire mais c'est pas du tout ça que j'ai dit. Et donc arrive en janvier le programme du candidat François Hollande avec le point 45 du programme qui parle de la création à l'ère numérique et qui se conclut ainsi qu'il mettrait en place un financement reposant à la fois sur les usagers et tous les acteurs de l'économie numérique. Alors là, on se dit, le programme vient d'arriver, c'est bon, on va en mettre en place une contribution créative, voilà, ça on met en place les usagers. C'est publié, mais c'est changé. C'était le seul point qui a été modifié post-publication. Et en fait, les usagers ont disparu. Dans la deuxième version, il n'y a plus de mention des usagers. Ouais. Donc en fait, c'était le seul point qui a été modifié après publication, sans doute parce qu'il y a eu des tollés. Alors on sent qu'il y a toute une sphère d'influence comme ça qui tourne autour du candidat et qui a eu un peu de mal à trouver son équilibre. Il y a des tiraillements internes, ouais. Donc on allait leur demander. En fait, on a été voir Fleur Pellerin et Aurélie Filippetti, donc en charge du numérique et de la culture, pour savoir un peu ce qui en était de tout ça, ouais. Et alors, elles nous ont expliqué, notamment sur le point 45, que si les usagers avaient disparu, c'était pour pas qu'il y ait de confusion, parce qu'on allait croire justement à une histoire de contribution créative, alors que c'est pas du tout ça. Ce qu'ils voulaient dire sur le financement qui repose sur les usagers, c'est qu'ils allaient notamment booster l'offre légale, et que donc les usagers, une fois que l'offre légale serait super attrayante, allaient se diriger d'eux-mêmes vers l'offre légale, et donc ils allaient payer pour des œuvres légalement, donc ils allaient contribuer au financement de la création. Effectivement, c'est pas ça qu'on avait compris. Ouais, c'est pas ça qu'on avait compris. Et en plus, c'est dingue parce que donc le 2 mars, Hollande refait une tribune dans Le Monde sur la création et Adopi, où c'est plus très clair. Alors il dit que ça va être modifié, non plus abrogé, alors qu'on pensait que c'était clair. Hein. Elle nous l'avait dit. En tout cas, ce sera abrogé. Bref, et il parle. Alors là, on est quand même sur la formule. Vous êtes concentrés, on y va. Alors, il faut mettre en place les moyens capables d'amener ceux qui utilisent les contenus sans accepter de les payer à contribuer à leur financement. Ouais. Alors c'est ça le souci. Hein. C'est un peu ça le problème, c'est qu'avec François Hollande, on a l'impression qu'on est dans c'est con de dire flou, parce que ce serait tellement simple de proposer quelque chose de compréhensible, mais on sent que le sujet est suffisamment flottant pour que il veut être suffisamment flou pour, une fois qu'il sera élu, s'il l'est, il ait une totale liberté et ils disent je vous l'avais dit avant, relisez de toute façon. Ah non, vous aviez mal compris. Mais alors relisez la version
version 1, la version 2 ou la version 3? Parce que même la tribune, il l'a changée, après il l'a reprise sur son site et il a la phrase que tu viens de dire qui est déjà pas claire en elle-même, il l'a encore remplacée par préserver et étendre les contributions de ceux qui utilisent les contenus sans accepter de les payer. Donc la version 1 était pas claire, il la remplace par une version 2 pas claire non plus. On peut toujours comprendre soit contribution créative, soit développer l'offre légale et les gens iront payer d'eux-mêmes. Alors, une seule chose est claire, en tout cas jusqu'ici, on va pas aller au-delà, en tout cas jusqu'ici, c'est le flicage et la pénalisation à outrance du partage non marchand, ça, ils comptent pas dessus. Non. Voilà. A priori, ça va être, on s'attaque à la contrefaçon commerciale d'un côté, les méga uploads et compagnie, de l'autre, on développe l'offre légale et la zone entre les deux, des gens qui s'échangent sans payer. Promis, si ça devient plus clair un jour, on vous en reparle. Voilà. Vous avez compris, vous? Rien, j'ai un peu décroché, j'avoue. Moi, j'ai compris, j'ai compris que la phrase disait. J'ai compris la phrase, mais elle ne dit rien. Donc. Voilà. Bon, bah c'est fini pour cette semaine. On va se quitter comme d'habitude avec une vidéo de bête à poil. Hein. Oui, c'est ça. C'est un peu notre gimmick de fin. Cette fois-ci, c'est un serval. Alors, j'ai appris que serval, en fait, ce n'est pas la traduction de l'animal Wolverine, hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez à l'époque dans Strange, Super Strange, serval. C'était Wolverine, hein, donc le personnage. Moi, je croyais que c'était une traduction littérale. Non, le Wolverine est un glouton. Un glouton. Ouais, en français. C'est pas un serval. J'ai toujours été persuadé que serval, c'était la traduction de Wolverine. Mais bon, bref. Moi, je croyais que c'était le contraire, en fait, parce que j'ai commencé par serval. Donc, je me suis dit, tiens, ils lui ont changé son nom. non, ça a toujours été Wolverine en anglais. Ah, d'accord. En fait. Ah, ouais, non, c'est dingue. Bon, en tout cas, un serval, c'est ça et j'en veux un. C'est ça et j'en veux un. En tout cas, merci à vous, la chanson du dimanche, peut-être passée. Et on va vous retrouver sur Internet tous les dimanches, sur Europe 1, des clics et des claques peut-être de temps en temps. Le lundi soir. Ouais. Et sur MySpace, bien sûr. Et sur MySpace. et sur No Life aussi, hein, bientôt. Et vous allez arriver sur No Life. Enchanté, bienvenue, chers voisins. C'est vrai en plus. Ouais. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines sur No Life et sur écran.fr. Ciao. Salut.